Bienvenue sur le podcast de Plénite Finance, le podcast grâce auquel vous apprenez à maîtriser votre argent pour accomplir vos projets. Je suis Xavier et je reçois aujourd'hui Bassem Mejri, dont le parcours dans l'enseignement et l'entrepreneuriat est très inspirant. Bassem va nous parler de finances personnelles en général et des secrets des millionnaires américains en particulier. Pour accélérer votre chemin vers votre premier million, rendez-vous sur www.plenite-finance.fr pour connaître les solutions d'accompagnement adaptées à votre situation. Au fait, le succès de notre podcast est grandissant et en vous abonnant ou en notant la chaîne avec 5 étoiles, vous nous aiderez à la développer. Je vous souhaite une très bonne écoute de l'entretien. Bonjour Bassem, Bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très content de te recevoir puisqu'on a prévu un programme qui est particulièrement alléchant d'après moi, puisqu'on va parler pour commencer de l'intérêt de s'intéresser à ses finances personnelles. C'est bien sûr le sujet de la chaîne du podcast. Ensuite, on va parler d'enrichissement et de liberté financière. Tu nous diras peut-être ce que c'est la liberté financière. Et puis, surtout, au-delà de savoir ce que c'est, on va essayer de comprendre comment on peut y arriver. Et pour ça, on étudiera les stratégies des millionnaires, puisque tu es vraiment un spécialiste du sujet. Et puis, on verra après le rapport aussi entre la gestion de l'argent et du développement personnel en général. Donc, si ça te va, on peut partir comme ça. Bah, écoute, c'est Et parfait. bien sûr, pour commencer, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse les auditeurs, c'est de comprendre, pourquoi toi, tu peux nous parler de ces sujets et donc pour ça, nous dire qui tu es et comment tu en es arrivé à devenir un spécialiste des finances personnelles. Alors, qui je suis? Je suis avant tout professeur en école de commerce. J'ai la chance d'enseigner de l'entrepreneuriat, du business. Et qui dit business, il y a forcément une dose de finance et de gestion financière là-dedans. Ça, on peut pas faire sans. D'autre part, j'ai plusieurs activités en parallèle. J'ai aussi la chance d'être éditeur, puisque j'ai créé ma propre maison d'édition qui s'appelle Frégate Édition. Génial. Cette maison d'édition, en fait, elle a été créée parce que j'avais constaté qu'il y avait un manque. Il manquait une maison d'édition qui pouvait proposer au public francophone de manière très large et non exclusive des ouvrages de finances personnelles, puisqu'il y a énormément d'ouvrages de finances personnelles qui sortent outre-Atlantique, comme tu le sais, cher Xavier. Et il y en a Tout à aussi fait. malheureusement beaucoup qui passent à la trappe et qui ne sont juste jamais traduits. Donc c'est autant de contenu, de savoir, de richesse qui nous glisse entre les doigts. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que j'ai créé Frégate Édition. C'était pour combler un petit peu ce manque et répondre à une demande du public français. Super. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à l'entrepreneuriat et plus particulièrement aux finances personnelles dans ton parcours? Comment en es-tu arrivé là? Bah, ça a été un long cheminement, hein. C'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est d'abord une curiosité personnelle. Dans les années 2005-2015, on va dire une bonne décennie, j'étais un fervent lecteur du magazine Capital, que tu connais certainement. Donc ça m'a donné toute une culture, tout un background sur les différentes entreprises. Et puis ce magazine-là, qui était un magazine mythique, hein, Mhm. qui est encore un magazine mythique, et chaque mois, il y avait une étude de cas. Donc il y avait l'entreprise Orangina, ou Nike, ou LVMH, qui était vraiment assez développé à l'échelle du journal. Et en fait, et puis aussi, il y avait le magazine Capital sur M6. Les deux ont le même nom, mais ils n'ont rien à voir. Il y a Capital, le magazine papier, et il y avait Capital sur M6 qui était présenté à l'époque par Emmanuel Chin dans sa première version. Là, il n'y a que les plus anciens qui vont Ouais, comprendre exactement. à qui. Là, on a déjà perdu les jeunes. Donc voilà, c'était présenté initialement par Emmanuel Chin. Ensuite, il y a eu plusieurs autres présentateurs. Le dernier en date, je crois que c'est Julien Courbet, si ma mémoire est bonne, à vérifier. Donc voilà, c'est ce type de magazine, en fait, qui est un peu détonné dans le paysage français parce qu'en fait, il nous mettait l'entrepreneuriat à portée du grand public. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment l'entreprise de l'intérieur, on rentrait dans les bureaux. Pour moi, c'était fascinant. C'est comme rentrer à Disney Ouais. World, quoi. C'était un autre monde. On voyait les bureaux, on voyait les entrepôts, on voyait les camions qui déchargeaient les stocks. Des fois, on avait la chance d'avoir des reportages. Je me rappelle d'un reportage avec Jeff Bezos au début des années 2000. Amazon venait de se créer, ça faisait 4-5 ans. Plusieurs reportages sur Nike. Voilà, c'était vraiment des reportages hyper inspirants. Il y a aussi un reportage sur un entrepreneur qui s'appelle Haïm Saban,
Saban, c'était un producteur le producteur des Power Rangers. Donc là, tous les parents peuvent me comprendre. C'est comme les Bioman, quoi, à l'époque du Club Dorothée. Et donc voilà, Naïm Saban, c'était le producteur des Power Rangers. C'est lui qui a importé le concept du Japon et qui l'a mis aux États-Unis. Après, c'est devenu une marque voilà, mondiale avec les jouets. Enfin, bah, bref, les Power Tout à Rangers, fait, quoi. tout à fait. Et c'était aussi le producteur de Goldorak dans les années 80. Donc voilà, c'est toujours des histoires. Et on se dit, ah oui, c'est ce type-là qui a fait ça, c'est incroyable. Donc voilà comment je suis arrivé dans l'entrepreneuriat. J'aurais aimé y arriver d'une autre manière, par des voies plus traditionnelles ou familiales. Mais dans ma famille, en fait, il n'y avait pas eu d'entrepreneur auparavant. Je viens plutôt d'une famille de professeurs, d'enseignants. Ma mère était institutrice, mon père était professeur. Par voie de conséquence, j'ai repris un petit peu le flambeau parce que je suis devenu professeur en école de commerce. Donc voilà, les chiens ne font pas des chats. Euh, mais voilà, je suis arrivé par ce biais médiatique, on va dire. Médiatique et par ma propre curiosité personnelle. D'accord. Concernant les finances personnelles, peut-être qu'on peut repartir un petit peu de la base. Est-ce que tu peux nous expliquer, ce qu'est l'argent, hein, tout simplement et ce que ça peut apporter, dans la vie de chacun, les finances personnelles, de s'intéresser au sujet? Alors bon, déjà, d'un côté, il y a les finances personnelles, d'accord? Et ensuite, à côté, il y a l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent très bien connaître l'argent, mais pas les finances personnelles. Donc les finances personnelles, en fait, si tu veux, c'est comme si c'était la science entourant l'argent, pour simplifier les choses, pour faire très simple. Donc si tu étudies les finances personnelles, c'est toutes les connaissances, tous les bagages qui vont te permettre, à terme, une fois que tu auras acquis des compétences, de mieux gérer ton argent. Donc l'argent, lui, ne va pas disparaître, il existe depuis la nuit des temps. Avant, on appelait ça le troc. Après, ça a évolué sous forme de différentes monnaies, le franc, l'euro. Maintenant, on se dirige vers des crypto-monnaies avec Bitcoin, Ethereum, etc. Euh, Dès aujourd'hui, on paye déjà avec son portable sans même composer son code. Donc voilà, l'argent est en train de se dématérialiser au fur et à mesure. Donc l'argent, qu'est-ce que ça permet? L'argent, c'est un outil d'échange de bons procédés. Donc moi, j'ai besoin d'acheter quelque chose. J'ai besoin, par exemple, de me nourrir, de me loger. Donc des biens, vraiment des choses essentielles, quoi, de me vêtir. Donc je vais avoir besoin de ces biens-là. En échange, il y a une opération, on va dire, commerciale. Oui, Je vais échanger mon argent contre cette nourriture ou ces vêtements ou ce bien, ce toit que je vais pouvoir mettre sur ma tête. Et donc voilà, je vais pouvoir avancer. Tu sais, la fameuse pyramide de Maslow, donc les besoins d'abord primaires, ensuite on évolue vers des choses qui sont beaucoup plus épanouissantes par la suite. Donc l'argent, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen d'échange entre le grand public et les gens qui ont une force de proposition marchande ou commerciale. d'accord. Du côté de l'entrepreneur, parce que c'est aussi intéressant de voir l'argent d'un autre point de vue, on va changer d'angle un petit peu, on va évoluer à 180 degrés. De l'autre côté du comptoir, pour reprendre l'image du commerçant, l'argent pour l'entrepreneur, c'est un outil, c'est l'unité de mesure de son succès. C'est-à-dire que plus il va avoir d'argent, plus il sera successful. Je vais très vite, hein, je vais très vite et je Oui, vais droit au oui, but. bien sûr, bien sûr. Et donc, plus tu as d'argent, c'est ton unité de mesure. Donc, par exemple, si moi je suis un coureur de 100 mètres, mon unité de mesure pour savoir si je suis performant ou pas, c'est le temps. Ouais. D'accord? Donc, je dois courir mon 100 mètres en moins de 10 secondes. Si je suis entrepreneur, c'est l'argent. Sans rentrer dans des discours gauche, Ouais. droite, Marx, pas Marx. Voilà. Donc, ça, c'est factuel. Plus tu es capable de générer de l'argent, sans rentrer dans une philosophie ou dans une école ou quoi que ce soit, plus ton action entrepreneuriale, commerciale a été efficace et tu as été donc capable d'obtenir ce retour sur investissement. Alors tu nous as dit qu'il y avait une science autour de l'argent, c'est ça? Alors oui, il y a une science autour de l'argent, donc qui s'appelle les finances personnelles. Donc ça a été, Ouais. on va dire, vulgarisé auprès du grand public par des auteurs qui sont maintenant connus et archi connus. Je peux citer Robert Kiyosaki, qui est vraiment très très Mmh. connu, qui a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, etc. Son livre Père riche, Père pauvre a été vendu à des dizaines de millions d'exemplaires à travers le monde dans plusieurs langues différentes. Mmh. Donc, mais Robert Kiyosaki n'est pas le premier personnage à avoir parlé d'argent. C'est un sujet qui existait déjà avant. Je peux citer aussi L'homme le plus riche de Babylone, qui était un livre qui est sorti au début du XXe siècle sous forme de conte.
qui est aussi une sorte de conte initiatique un peu comme, un peu comme Candide de Voltaire, une espèce de conte philosophique de ce style-là, mais avec une trame monétaire. Et donc, euh, et donc voilà, c'est un livre aussi très riche. Donc il y a une littérature. Donc la finance personnelle, c'est une forme de science, de littérature, qui nous permet comment dirais-je, de corriger notre attitude, Ouais, ouais. notre attitude par rapport à l'argent, nos habitudes, sachant qu'on n'a pas tous la chance de grandir dans des familles qui sont toujours aisées. L'argent, ça fait partie des croyances. Ça fait partie des croyances qui sont fortes. C'est un sujet un peu intime, hein. Je suis désolé Non, c'est vrai, d'utiliser ce c'est mot, vrai. un peu Mmh. touchy. Dès qu'on parle d'argent avec quelqu'un euh, avec lequel on n'a pas beaucoup, qu'on connaît pas, on ne sait pas où est-ce qu'on va s'aventurer. Est-ce qu'on va se retrouver face à un anarchiste qui est complètement révolutionnaire et qui veut renverser le système? Est-ce qu'on est avec un ultra-libéral? On ne peut pas le savoir. Donc on marche vraiment sur des œufs et c'est un sujet C'est donc vrai, on préfère éviter parce que c'est un peu touchy, quoi. c'est vrai. OK, et alors cette science, elle, elle s'apprend comme toutes les sciences, donc on a des livres qui sont à notre disposition pour le faire. On n'a pas beaucoup d'enseignements d'ailleurs en dehors de ça, enfin à l'école, hein, je crois pas qu'on fasse trop ça, enfin, sauf peut-être, au niveau où tu enseignes toi? Et encore, et encore. Parce que l'école, en fait, l'école de l'éducation nationale, elle n'est pas conçue, elle n'a pas été conçue à la base pour créer des gens qui soient émancipés. C'est pas du tout ça l'objectif. Ça a été créé pour générer des citoyens modèles. Des citoyens modèles qui Ouais. vont devenir des salariés, qui vont payer leurs impôts et leurs taxes en temps et en heure, et qui vont rentrer dans un certain moule, en fait, finalement. D'accord? Dans un certain Mmh. moule. C'est pas du tout, quand je dis ça, c'est pas une critique, hein. Moi-même, je suis passé par ce moule. Après, le tout, c'est de pivoter, et de sortir un peu de cette rat race, comme disent certains, de sortir de cette matrice et de trouver d'autres horizons possibles. Mais donc, à la base, l'école, c'est un concept qui est ancien. Elle a pas été. Moi, personnellement, je milite pour que les finances personnelles soient enseignées, je sais pas, dès le collège, dès la sixième, Ouais, dès qu'on sait ouais. additionner, multiplier, diviser, enfin des opérations de base, plutôt que de leur apprendre le théorème de Thalès, quelque chose qui est très bien, Bien et de leur sûr. apprendre Pythagore, j'aurais préféré qu'on leur apprenne à faire une budgétisation, à calculer un taux d'endettement, dans le cadre d'exercices de mathématiques, hein, pas dans un cadre abstrait. Voilà, en fait, les mathématiques restent trop abstraites pour beaucoup de monde. Donc il y a une forme de rejet parce que quand on n'est pas à l'aise avec un sujet et qu'en plus c'est abstrait et qu'on réussit pas, qu'on a des mauvaises notes, on a tendance à rejeter ça. Mais après, les enfants n'ont pas tous forcément l'amour non plus de l'argent parce que pour eux c'est quelque chose aussi d'abstrait, hein. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Quoi, parce que quand on a 11 ans, 12 ans, qu'on vit chez papa-maman, on connaît pas vraiment le. Oui. Alors, Bassem, j'ai une question que beaucoup de personnes se posent, hein. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est, l'indépendance ou la liberté financière et surtout, comment on l'atteint, quoi? Qu'est-ce que c'est le processus d'enrichissement? Comment on arrive à progresser, vers cet objectif? Ah ok, waouh, là c'est tout un programme. C'est Ouais, ça fait Euh, beaucoup. alors, c'est tout un programme. Alors, l'indépendance financière, c'est alors c'est ma définition à moi. Tu pourras trouver Ouais, beaucoup d'autres définitions par ailleurs. Pour moi, l'indépendance financière, c'est quand tu n'as plus besoin de travailler en tant que salarié pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que tu as mis en place un système qui va t'apporter des revenus, ce qu'on peut appeler des revenus passifs, comme un rentier. Par exemple, un rentier qui aurait des appartements, si quelqu'un investit dans l'immobilier, par exemple. Donc, sous forme de rente, les loyers apparaissent sous forme de rente. Donc, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de travailler de 9 heures à 17 heures dans un bureau avec un manager, un responsable, euh, et de prendre ses week-ends et d'assister à des réunions ouais, et à toutes les contraintes qu'on peut connaître. Donc, c'est quelqu'un qui s'est libéré, qui s'est affranchi du système et qui a acquis par ses investissements des actifs ouais, qui vont lui apporter des revenus sous forme passive. Ça peut être de l'immobilier. Alors l'immobilier, c'est un univers qui est vaste. Ça peut aller du parking, de la place de parking jusqu'à l'hôtel particulier de luxe. Donc c'est vraiment, on est sur un spectre ouais, qui est extrêmement large. Ça peut être l'entrepreneuriat. Là aussi, c'est un spectre ultra large. Ça peut aller de l'auto-entrepreneur jusqu'au grand président au dernier étage de sa tour.
Ça peut être, de la bourse, donc ça on peut commencer à boursicoter, avoir des actions, investir sur des obligations, toucher des dividendes. Toucher des dividendes, parce qu'en tant qu'actionnaire, on touche des dividendes une fois par an. Tout à fait. Après, il faut choisir les entreprises qui distribuent des dividendes, Les meilleurs dividendes. les meilleurs dividendes, parce qu'il y a des entreprises qui sont assez radines en termes de dividendes. Euh, donc là, celles-ci, il faut les éviter. Si je comprends bien, Bassem, dire que je suis, indépendant financièrement, ça veut dire que je suis devenu rentier, quoi. Voilà, je génère assez de revenus, tous les mois sans y passer beaucoup de temps pour, subvenir à mes besoins du quotidien et ne pas me soucier voilà, de gagner plus d'argent, de recevoir mon salaire, de vivre sous contrainte, de pas savoir comment je vais payer mes factures parce que j'ai suffisamment investi, hein. J'ai entendu la notion d'investissement et tous ces investissements me rapportent assez pour que, je puisse, dormir sur mes 2 oreilles en matière d'argent, quoi. Oui, oui. Après, le mot rentier en France, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé, parce qu'en fait, on associe Ouais. le rentier à l'immobilier. On dit, ouais, t'as vu, lui, il est rentier. Ah oui. Ouais, ouais, D'accord? ouais. Donc le mot, en fait, il est trop limité dans le sens D'accord. franco-français. Moi, j'ai envie de dire, ouais, des revenus automatisés passifs, des revenus passifs Ouais, c'est automatisés, ça. comme ça, parce que tu peux gagner de l'argent pas seulement dans l'immobilier, hein. Il y a multitude de possibilités. Les possibilités sont presque infinies. À toi, à chaque personne de trouver son créneau, son credo. Moi, par exemple, j'étais un amoureux fou, je le suis encore, des livres. Euh, je lis énormément de livres, j'ai des bibliothèques à foison. Donc pour moi, ça faisait sens de me lancer dans l'édition. J'avais la Ouais, légitimité, j'estimais que j'avais la légitimité de le faire. Après, pour d'autres, par exemple, ça peut être la mode, c'est OK. Pour d'autres, ça peut être les automobiles. Pour d'autres, ça peut être la gastronomie. À chacun de trouver son univers, de se lancer, parce qu'il faut une dose de courage quand même. Il faut se bien lancer, sûr. il faut un peu de courage, il faut être téméraire. Et puis après, chemin faisant, on se fait sa place dans son marché. Et puis après, les revenus se multiplient et Doivent se. me suivre. Comment je m'y prends? Ouais, le processus d'enrichissement là, qu'est-ce que par quoi je commence là? Par quoi je commence? Bah, franchement, Ouais, si on est, même si on est quelqu'un de très intelligent, il faut commencer d'abord par se former. On doit passer ouais, par la case formation. Donc on doit avoir l'humilité, même si on est très très fort, même si on estime qu'on est vraiment le plus fort du monde, il faut continuer, il faut commencer d'abord par avoir l'humilité de se dire, bon, je sais peut-être pas tout, j'ai encore une marge de progression, donc peut-être que je vais apprendre des choses. Donc c'est de rentrer dans ce processus d'apprentissage et de se dire, bah, je vais apprendre l'immobilier, je vais apprendre qu'est-ce que c'est une SCI, je vais apprendre comment faire une transmission peut-être à mes futurs enfants, je vais apprendre à lire un bilan financier, à discuter avec un expert comptable. Donc voilà, ce sont des choses. Après, je peux le faire en autodidacte. Je peux me faire accompagner par un conseiller qui peut m'épauler pour budgétiser mes dépenses. C'est bien aussi de se faire accompagner, mais c'est même très bien. On peut se faire coacher. bien sûr, c'est notre spécialité, hein, c'est chez Plénit Finance, on sert à ça. Voilà, donc moi je recommande pour quelqu'un, par exemple, supposons, prenons un cas typique. Prenons quelqu'un qui travaille, qui gagne plus ou moins bien sa vie, c'est OK, pas de problème, mais qui n'a pas forcément le temps, la patience de lire, parce que ça demande du temps, qui n'a pas forcément la latitude d'esprit, la bande passante pour lire. Bah, il va se faire accompagner par un coach, par un consultant, par quelqu'un qui va l'accompagner dans sa budgétisation, et il va voir toute la valeur ajoutée que ça va lui apporter, et c'est énorme. Parce qu'en fait, les finances personnelles, c'est aussi une culture. C'est un savoir, mais c'est une culture, c'est une attitude à développer. C'est-à-dire que on commence à faire attention à son argent. Alors qu'avant, peut-être qu'on dépensait un petit peu de manière inconsciente. Donc c'est vraiment prise de conscience. Et j'aime bien faire un parallèle, mais il a déjà été fait avant moi. C'est comme si on faisait un régime, en fait. C'est comme si on faisait un régime. C'est-à-dire que quand on fait un régime, on fait plus attention à ce qu'on mange. Ouais. Et Oui, ben, oui, c'est vrai. quand on rentre dans les finances personnelles et qu'on rentre dans cette histoire de budgétisation, cette thématique, et on commence à faire attention à dépenser, pas moins dépenser, mais dépenser plus intelligemment, à mettre de côté pour préparer un futur projet dans lequel on va investir. Et ce projet, et tu me posais la question tout à l'heure, qu'est-ce que l'argent? Donc je rebondis maintenant dessus. L'argent, en fait,
un outil d'émancipation. Ça doit être vu, ça doit être perçu comme un outil d'émancipation. C'est-à-dire que tu dois utiliser l'argent comme un levier pour te permettre de sortir de cette matrice, la matrice du salariat, la matrice des embouteillages, la matrice du métro, boulot, dodo, la matrice du... ça doit te libérer. En plus, maintenant, on a la chance d'avoir Internet, donc techniquement, on pourrait travailler même au bord de la plage, dans n'importe quel pays du monde, à partir du Oh, mais il moment y en a où qui tu le connais. font, hein. Ouais. Il y en a qui le font déjà, on appelle ça des entrepreneurs nomades, des digital entrepreneurs ou des entrepreneurs nomades. Le Covid a accéléré ce processus parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire depuis le Portugal, depuis les Bahamas, depuis n'importe où dans le monde, en fait, peu importe. Et donc voilà, pour répondre à ta question, maintenant, c'est maintenant que ça ricoche dans mon esprit. L'argent, qu'est-ce que c'est? Ça doit être perçu comme un outil pour se libérer, pour sortir de cette matrice dans laquelle on est. Beaucoup de gens sont programmés à ne jamais sortir, en fait, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas d'exemple autour d'eux qui les favorise, parce qu'ils ne sont Oui. pas accompagnés. Donc je reviens sur la thématique de l'accompagnement. Il y a beaucoup de gens aussi qui hésitent à investir sur eux-mêmes. Ils sont capables de mettre des sommes folles dans des vêtements, dans des concerts, dans des, excuse-moi le terme, dans des bêtises de divertissement, dans des trucs de cinéma, dans des DVD, machin. Mais dès qu'on leur dit, bah, investis sur toi-même, genre achète un livre, fais une formation, Oui. prends un Oui, coach, oui. là, non, là c'est non. Là, c'est compliqué. Par contre, pour faire des restos et pour faire la bringue, là, il n'y a pas de souci, il y a du monde. Oui, mais les restos, la bringue, la satisfaction, elle est immédiate. Alors que le livre, tu pas sûr. Il va falloir investir du temps, investir, intellectuellement et c'est voilà, c'est un engagement qui est autre, hein. Quand tu parlais C'est un d'engagement, c'est engagement vrai que qui est c'est autre. Et puis le livre, il va te permettre d'accéder à moi ce que j'appelle au next level. C'est-à-dire que tu vas changer ton état d'esprit. Tu vas ouais, changer ton ouais. état d'esprit et le développement personnel, on en avait déjà parlé hors antenne, le développement personnel, c'est proche des finances personnelles. Ce sont deux voies qui sont parallèles, mais c'est quoi le développement personnel? Le développement personnel, c'est un moyen, ce sont des outils, ce sont comme des techniques, si tu veux, pour reprendre le dessus sur ton esprit. C'est-à-dire que tu contrôles mieux ton esprit, tu rentres dans une forme de pensée positive, tu recalibres ton état d'esprit, ton mindset, et bizarrement, quand tu fais ça, bah, tu as des bonnes opportunités qui se présentent à toi. Tu as des propositions business. Tu rencontres les personnes que tu étais censé rencontrer. Il y a tout l'univers qui se recalibre, qui se reconfigure en fonction de ton état d'esprit. Prenons l'exemple inverse. Si tu es dans un état d'esprit où tu as des pensées entre guillemets sombres, où tu es un peu déprimé, ce qui est le cas de beaucoup de nos concitoyens, parce qu'on sait que la France, c'est l'un des pays où on consomme le plus d'antidépresseurs en Europe ou dans Ouais, le monde. malheureusement. Donc, Mmh. donc quand tu es dans une spirale négative, quand tu vois que les choses ne bougent pas autour de toi et que tu vois que les gens évoluent autour de toi, parce que maintenant les réseaux sociaux, c'est surtout sur Instagram ou des choses comme ça, on voit qu'il y a des gens qui sont sur des jet skis, qui prennent des vacances sur des yachts, qui font des barbecues infinis, voilà, qui sont sur des îles paradisiaques. Tu dis, mais et moi je suis là, je suis bloqué dans mon appartement, et dans ma situation, c'est compliqué, mes finances sont pas au top, je trouve pas d'opportunité, je sens que je rame quoi. Et donc, Donc il faut se reprogrammer l'esprit pour, ouais, s'ouvrir aux opportunités, redevenir positif et aller de l'avant, quoi, en fait, c'est ça, alors, hein? il y a une autre étape. Tout ce que tu as dit, c'est juste. Il faut se reprogrammer l'esprit. Il faut gagner en compétences parce que si tu repars avec les mêmes compétences, tu vas pas beaucoup Ouais, tu vas évoluer. pas faire mieux. Donc, tu vas pas Mmh. faire mieux. Tu vas gagner toujours la même chose. Donc, tu dois reconfigurer ton esprit. Tu dois gagner en compétences. Tu as besoin de quelques compétences clés. Je peux citer quelques compétences là. Il y a l'anglais. Déjà, quand tu apprends l'anglais, ça t'ouvre à des possibilités très intéressantes. Il y a toutes les questions du digital. Dès que tu maîtrises mieux les réseaux sociaux, les sites web, le e-commerce, ça t'ouvre à des possibilités. Je peux citer une autre compétence, l'entrepreneuriat. Si tu apprends à lancer des business ou si tu arrives à aider les autres à lancer leur business, ben voilà, rien qu'en faisant ces trois choses-là, l'anglais, le digital, l'entrepreneuriat, bah, tu peux vraiment avancer. Et puis, il y en a d'autres, hein. Là, j'ai cité des principaux, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors si, donc si je suis intéressé pour, gagner plus d'argent parce que, par exemple, j'ai un projet de vie particulier que je veux mettre en œuvre, un style de vie que je veux développer et que du coup, bah, j'ai comme objectif de devenir millionnaire bah, pour atteindre, hein, ces objectifs de vie. Donc je peux lire, tout ce qui est édité chez Frégat Éditions et je crois qu'il y a un livre particulièrement, hein, dont tu vas nous parler, c'est The Millionaire Next Door
qui peut nous aider à devenir millionnaires en analysant, ce que font les millionnaires. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce livre que tu as édité toi-même et traduit toi-même, je crois d'ailleurs? Oui, absolument. Alors, c'est un livre incroyable. C'est un livre incroyable. Son histoire est incroyable déjà, indépendamment de moi. C'est un livre qui est sorti en, c'est un livre qui est sorti en 96, cher Xavier, et il n'a été édité et traduit qu'en 2020, Ah oui, en français. 25 ans, ouais, 25 ans sans que les Français Alors, puissent y accéder directement et facilement. il y a certains Français qui l'ont lu parce qu'ils sont anglophones, donc voilà. Mais bon, moi-même je suis anglophone, mais le fait de lire en anglais, c'est pas pareil que lire en français. Enfin, lire dans sa langue maternelle, c'est quelque chose d'autre en fait. Et donc c'est un livre qui a le record de semaines en numéro un dans la liste du New York Times en best-seller. Je crois que c'était Ah oui, 172 semaines. Il est resté numéro un. Il s'est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires aux États-Unis, donc c'est vraiment un grand classique. Quant à les top 5, les top 10 des meilleurs livres de finances personnelles de l'histoire, il est souvent cité dans ces tops-là. Et ce qui, moi, m'a fait aussi, qui m'a intéressé à ce livre, c'est qu'il était vraiment hyper recommandé outre-Atlantique. Et c'est aussi, ouais, tu vois, là je fais une petite parenthèse, mais je veux revenir sur Millionnaire d'Or. C'est ça qui est aussi intéressant, tu vois, c'est le fait d'avoir une double culture, d'avoir la culture française et d'être familiarisé avec la culture américaine. Ça permet aussi, en tant qu'entrepreneur, de capter des opportunités, d'avoir un angle de vue que tu n'aurais pas eu si tu étais que sur quelque chose de trop monolithique. Je referme la parenthèse. Donc, Millionnaire Next Door, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux universitaires. C'est William Danko et Thomas Stanley, deux universitaires, qui en fait, dans les années 90, on fait une étude, statistique, donc une étude universitaire, sérieuse, statistique, mathématique. Et c'est ça qui m'intéressait mmh, par rapport aux autres livres de finances personnelles, parce que les autres livres, comme celui de Robert Kiyosaki, par exemple, si je prends Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui est un super livre que je recommande vraiment à tous nos ouais, auditeurs, auditrices, c'est que ça part d'une histoire, mais en fait, c'est un petit peu l'histoire de Robert Kiyosaki par rapport à l'argent. Donc c'est quelque chose d'un peu... c'est un avis, c'est un point de vue. oui, 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 oui. Et moi, j'avais besoin, c'est un peu mon côté scientifique, un peu mon côté matheux qui est ressorti, j'avais besoin d'inscrire ça dans une démarche plus rigoureuse que juste un point de vue Ouais. sur l'argent. Et donc ce livre-là, c'était parfaitement ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux auteurs? Ils ont réuni des données statistiques, donc ils ont contacté l'administration fiscale américaine, sachant que les statistiques aux États-Unis s'obtiennent plus facilement qu'en France. C'est un Oui, point. Autre point aussi, c'est que aux États-Unis, il y a des statistiques ethniques qu'en France, il n'y a pas. Par exemple, on peut connaître le nombre c'est interdit chez nous, ouais. c'est interdit, voilà. Aux États-Unis, on peut connaître le pourcentage d'hispaniques dans un quartier, le pourcentage d'afro-américains. Là-bas, c'est pas du tout choquant. Si un jour, malheureusement, tu es interpellé par les forces de l'ordre aux États-Unis, ils vont te demander de quelle race tu es. Et tu vas leur dire, voilà, je suis blanc, je suis caucasien. Là-bas, ils disent caucasien. Ou voilà, je suis afro-américain. Voilà. Là-bas, c'est pas. Chez nous, en France, c'est plus Oui, c'est choquant. compliqué C'est plus compliqué parce qu'on estime qu'il y a le citoyen français, et puis il est français, et puis c'est tout. et puis c'est tout, quoi. Voilà. Bref. Et donc, ils ont réuni ces données fiscales. Donc, ils sont basés. Donc, eux, dans le livre, ils partent du principe qu'une personne est riche, entre guillemets, riche, c'est un terme aussi sur lequel on peut revenir. Riche à partir du moment où la personne elle a 1 million de dollars en termes de patrimoine. Voilà, OK. c'était le point de départ du livre. Voilà, il faut Ouais, minimum ouais. 1 million. OK. En dessous, on n'est pas riche. Au-dessus, on est riche, entre guillemets. Donc voilà, ils sont partis sur cette base-là. Ils ont fait leur étude statistique. Donc ils ont croisé leurs données, à la fois géographiques, fiscales et patrimoniales. Et ils ont fait une découverte. C'est l'une des découvertes. Donc je spoil un petit peu le début du livre, mais pas trop. Ils se sont rendus compte qu'en fait, entre guillemets, les riches n'habitaient pas dans des quartiers de riches. Donc ils se Ah sont oui? rendus compte que les riches, entre guillemets, habiter dans des quartiers de ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne. Donc on voit dans les séries avec le petit jardin, la petite Oui, 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 automobile oui, sur le oui. côté, le garage, etc. Et donc, ce qui leur a fait dire qu'en fait, il était probable que les millionnaires, donc d'où le titre, Millionnaire Next Door, donc si on traduit littéralement en français, ça veut dire mon voisin le millionnaire ou le millionnaire d'à côté, c'est quelqu'un d'assez lambda, d'assez standard, quelqu'un qui porte pas de marque, quelqu'un qui roule dans une voiture d'occasion, quelqu'un qui fait ses Mmh, courses, mmh mh. avec un caddie, vraiment monsieur, madame, tout le monde. Et voilà, en fait, ça a cassé un mythe parce que
les médias, dans les clips vidéo sur YouTube, on voit les millionnaires avec une voiture de luxe, avec des montres incroyables, des Ouais. vêtements, beaucoup de filles qui sautent dans tous les sens, partout, des jets privés, enfin, tout ce lifestyle. Et en fait, ce livre nous dit, en fait, non, en fait, le vrai millionnaire du quotidien, il n'est pas dans ce lifestyle-là. D'accord? Il n'est pas dans ce lifestyle-là. Il est dans un lifestyle, au contraire, de frugalité, d'économie. Et justement, c'est cette frugalité qui lui permet de devenir millionnaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire le fait d'avoir ce mode de vie-là, d'avoir un mode de vie simple, Oui, oui. de prime abord simple, standard, pas du tout pour impressionner les autres ou pour flamber, et ben c'est ce qui lui permet justement de devenir millionnaire. C'est tout ce paradoxe-là en fait. C'est comme si on brisait, c'est comme si on tordait le cou à tout ce qu'on avait vu dans les films, Oui, 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 c'est Parrain, vrai. Scarface, enfin tous les films qu'on a tous vus, Titanic, enfin tout ce que tu veux, les riches, les pauvres. Et donc là, le millionnaire next door, c'est quelqu'un qui a un mode de vie qui est frugal. Et c'est ça qui lui permet d'être millionnaire, paradoxalement ou logiquement. Mais ça me fait penser à Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde, lui, hein. Pour le coup, il est pas millionnaire, il est milliardaire, lui, Oui, qui habite toujours dans, la petite maison, qu'il a achetée il y a des décennies de ça, qui n'est pas du tout ostentatoire et qui n'a rien d'impressionnant, mais c'est en vivant dans cette maison qu'il a réussi à devenir l'un des hommes les plus riches du monde et c'est pas en achetant des voitures hors de prix ou en allant habiter, dans des quartiers, de Los Angeles les plus chics, hein. Lui, il est toujours dans sa petite maison, d'Omaha et c'est vrai que c'est une illustration, quoi, hein. C'est peut-être anecdotique, mais peut-être pas tant que ça, finalement. Non, 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 ce que tu dis est tout à fait, est tout à fait révélateur. Alors, juste, j'attire ton attention aussi. Il y a pas que Warren Buffett, il y a aussi Bill Gates, qui est un peu dans ce mode-là. Oui, oui. Il y a Mark Zuckerberg, qui est aussi dans ce mode-là, qui porte toujours les mêmes fringues, quoi, qui est toujours avec Oui, son c'est jean. vrai. En France, on pourrait aussi citer Xavier Niel, qui est pas du tout dans l'ostentatoire, toujours avec une chemise blanche, enfin toujours. Je pense que et Millionaire Next Door en parle. Le fait de vouloir acheter du luxe, en fait, le fait de vouloir montrer qu'on est riche, c'est pour les gens qui sont pas riches. C'est que tu l'es pas, ouais. Et tu Non, l'es non, pas. C'est ça tout le paradoxe. oui, oui. Et le paradoxe, c'est que tu es en train d'enrichir quelqu'un comme Bernard Arnault avec les marques de Louis Vuitton, etc., qui lui devient extrêmement riche. Donc en fait, le vrai riche, le vrai millionnaire, le vrai milliardaire, il n'a pas besoin que tu le saches. Il n'a pas C'est ce que besoin, j'allais dire. Donc mon voisin est peut-être un millionnaire et j'en ai aucune idée. et probablement un millionnaire, mais en fait, pour revenir à Warren Buffett, bon, ce sont des figures publiques, donc on sait qu'ils sont riches, mais Oui, oui, il y a d'autres riches que tu peux croiser dans la rue et ils sont, je le sais pas. tu le sais pas et tu le sauras jamais, et il n'a pas besoin de te le faire savoir. C'est-à-dire que lui-même, sa propre réussite lui suffit. D'accord? Il n'a pas besoin. Après, il peut se faire plaisir, il peut aller au Mmh. restaurant, il peut rouler dans une jolie voiture, c'est probable. Mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, comme je disais tout à l'heure, l'argent doit lui permettre de sortir de cette condition d'aliénation, de lui permettre Ouais. d'ouvrir les perspectives, de voyager quand il en a envie, d'ouvrir des entreprises. L'argent aussi, c'est fait pour investir, c'est fait pour faire fleurir son activité et développer aussi son activité, parce qu'il faut beaucoup investir, il faut avoir ce qu'on appelle un outil de production qui est vraiment fonctionnel, et donc ça permet à ça l'argent. Après, il y a des gens qui se sentent pas qui sont pas riches, et donc qui sont obligés de montrer qu'ils sont riches à travers des objets de consommation, avec un portefeuille en damier ou une voiture de location Mmh mh. avec une... Voilà, donc, mais c'est pas ça la vraie richesse. La richesse, c'est quand tu utilises l'argent intelligemment. Et donc si je vise le million de patrimoine, donc bon, hein, je reviens sur terre un peu, hein, je sors des sommes stratosphériques, de Bill Gates ou Warren Buffett, mais si je reviens, au million, donc si je lis, The Millionaire Next Door, je vais, savoir un peu qui sont ces gens-là. Est-ce que je vais apprendre, comment m'y prendre? Oui, oui, Alors oui. donc on va parler peut-être des dépenses, c'est ce que tu disais, hein, c'est ce que tu dis en fait. Les dépenses, j'y vais tranquille avec les dépenses. Alors, il y a une statistique aussi
qui est intéressante, avant d'aborder les dépenses, une statistique qui me Ouais. paraît importante, intéressante, parce que c'est quand même un problème en France, c'est que dans le livre, ils indiquent que 80% des millionnaires que tu évoques là, pour avoir ce fameux million, 80% des millionnaires next door ont construit leur fortune, entre guillemets fortune, parce qu'un million en fait c'est pas non plus beaucoup, ont construit leur patrimoine, leur fortune tout seul, c'est-à-dire sans avoir hérité. Oui, d'accord, important. Un Ah point oui, mais important. Bassem, je suis vraiment persuadé que un héritier qui n'a pas le bon état d'esprit, qui n'a pas travaillé son développement personnel, Ça marche va pas. malheureusement dilapider sa fortune tranquillement, mais sûrement, quoi. Ça, C'est sûr, c'est sûr. Donc, et mais vivre au-dessus de ses moyens sans difficulté. il y a un problème en France, c'est que la loi oblige les parents à léguer au moins je crois de mémoire entre 60 et 75% de leur patrimoine lors de leur décès. Donc il y a beaucoup de gens qui sont des détracteurs des finances personnelles qui disent en fait, mais ils n'ont pas tout à fait tort quelque part. On est dans un système de reproduction sociale où en fait les Ouais. riches sont condamnés à engendrer entre guillemets des riches, donc des enfants qui sont riches, parce que c'est un système qui est fermé. Donc en fait l'héritage, c'est comme une boucle, non pas inclusive, mais exclusive à ces gens-là, parce que nous on est exclus de cette boucle-là, puisque l'argent euh, tourne, circule en vase clos, comme l'espèce des vases communicantes, il est en train de circuler en vase clos. Donc l'héritage, dans la perception française, c'est un problème parce que ça permet à une caste de riches ou d'ultra riches de rester dans ces conditions-là. Tandis que dans la perception US, dans la perception américaine, les statistiques sont formelles. 80% des nouveaux millionnaires, entre guillemets, les nouveaux, comme on appelle les nouveaux riches, ou les Mhm. primes, comme les primo-accédants à cette fortune, se sont faits tout seuls, ont acquis cette fortune tout seuls. 80% c'est beaucoup. Euh, donc ça dit au lecteur, à la lectrice, bah, toi aussi, tu es en mesure de pouvoir le faire. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Tu es en mesure D'accord. de pouvoir le faire. Ensuite, pour revenir sur ton point, l'histoire des dépenses, c'est qu'il y a une autre statistique, c'est que 100% des millionnaires next door budgétisent leurs dépenses. Donc, dans le livre, c'est notifié qu'ils passent 2 heures de temps par semaine à regarder leurs dépenses, ce qui est pas rien, à budgétiser, à faire des tableaux, à vérifier leur compte bancaire, à refaire le point, à renégocier des contrats d'assurance, faire des choses comme ça. D'accord. Donc c'est pas neutre. 2 heures dans la semaine, c'est pour quelqu'un qui est d'une certaine aisance financière. Il pourrait se dire bah moi j'ai tant sur mon compte, bon c'est pas mon souci, moi je continue quoi, je roule, rouler jeunesse quoi. Non, Ouais, là oui. ça marche pas. Donc il y a quand même cette budgétisation et ça permet de garder comment dire cette rigueur financière Eh oui, et oui. d'avoir une gestion Oui. serrée. Mmh, et de pas relâcher son effort. Donc ça veut dire que l'offre de coaching budgétaire de Plénite Finance, c'est aussi, hein, un accélérateur vers son premier million, quoi. Et ce que tu dis, c'est qu'il faut y faire attention, mais comme souvent dans la vie, il faut être, persévérant et continuer à faire cet effort au quotidien. Donc y passer ces 2 heures par semaine, hein, pour, en effet, arriver à avoir une gestion de ses dépenses qui soit bonne. Et donc on ne devient pas forcément millionnaire en gagnant au loto, mais déjà en faisant attention à ce qu'on dépense. Oui, c'est le premier pas en fait, si tu veux. C'est vraiment le premier pas. Avant ce premier pas, c'est le fait de budgétiser, ça va augmenter ton niveau de conscience sur tes finances. C'est-à-dire que quand tu budgétises pas, c'est comme si tu roules à l'aveugle en fait. Tu sais pas exactement combien tu as dépensé, tu connais pas tes postes de dépenses. Maintenant, avec la carte bleue, ça va très vite. Tu vas faire les courses Oui, le et tu fais ton plein de carburant ou de machin. Tu achètes quelque chose sur Internet, la montre. la montre. L'argent physique est en train de disparaître. Donc avant, on voyait les billets, donc ça nous freinait un petit peu. Oui. Maintenant, tu vois juste des chiffres, tu vois 68, 72, 84, Ouais, 96. Ça devient virtuel. Et puis à la fin de la journée, tu dis, bah voilà, j'ai dépensé 500 euros, je me suis pas vraiment rendu compte de ce que j'ai dépensé. Donc ça peut aller très très vite, quoi. Ça peut aller ouais, très très vite, ou ouais. même plus, ou quoi que ce soit. Donc en fait, ça te ramène toujours les pieds sur terre. Donc c'est hyper important de budgétiser. Donc c'est hyper important de connaître les notions d'actif et de passif, enfin vraiment des basiques, connaître ce que c'est un taux d'endettement, de connaître le retour sur investissement, enfin vraiment des basiques que tout le monde devrait maîtriser. Ça c'est vraiment l'abécédaire des finances personnelles, parce que ça te permet
par exemple, si tu investis demain dans l'immobilier, prenons ce cas-là, parce qu'on parlait des rentiers tout à l'heure, ça te permet de calculer déjà ton taux de rendement. Ton rendement, est-ce qu'il va être à 3, 4, 5, 6, 7%. Et donc, ça te permet de dire l'investissement le plus rentable pour toi. Donc, ça, c'est pas mal déjà. C'est bien aussi de se former sur la question de la fiscalité, parce que on est en France, c'est une question à laquelle on ne peut pas se soustraire. Donc, c'est bien de connaître ces règles-là, de se former, d'accord, de se former, de lire, d'écouter des podcasts, de se faire accompagner par un consultant, comme on l'a dit. Tout ça, ça fait partie d'un cursus. Mais moi, je pense que ça commence d'abord par quelqu'un qui se prend en charge de manière autodidacte. Après, il va vers la lecture. Après, une fois qu'il a lu, il va vers un conseiller. Ce conseiller va l'accompagner et il va voir que ça va marcher une fois, deux fois. Et après, il va le recommander à son entourage. Et ça va créer un cercle vertueux. Il va dire à son cousin ou à son frère ou à son voisin, bah, tu sais quoi, bah voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, je commence à rentrer sur l'autoroute du millionnaire petit à petit. C'est un chemin, hein. C'est un cheminement. Donc, ouais, mais on n'est pas tout seul, c'est ça que tu dis. Sur l'autoroute du millionnaire, il faut dresser ses antennes et regarder qui sont les personnes avec qui on peut avancer, en fait, hein, parce que tout seul, c'est un peu compliqué. Ouais. Et alors, tu nous as beaucoup parlé, enfin, tu as beaucoup évoqué l'entrepreneuriat. Toi-même, tu l'enseignes. Je le pratique. L'entrepreneuriat, voilà, tu le pratiques. Donc, est-ce que tu peux nous en parler et dire aux auditeurs c'est quoi l'entrepreneuriat? Comment je commence si j'ambitionne de créer quelque chose? Voilà, si j'ai pas la chance de suivre tes cours, je fais quoi? L'entrepreneuriat, c'est le fait de créer un projet, au sens large du terme. OK, ouais, Je peux ouais, être un créer un entrepreneur projet. social en créant une association. Je suis un entrepreneur. Par exemple, je crée un festival de musique parce que j'aime la musique. Je prends un exemple. Quelque part, même si je suis pas millionnaire à la fin de la journée, Oui, j'ai cette fibre en moi. Donc, qu'est-ce que c'est en fait l'entrepreneuriat? Si je prends cette définition qui est large, c'est le fait de créer et de monter un projet, pour faire très simple. C'est ma capacité, c'est mon habilité à créer un projet, à emmener des gens avec moi dans ce projet qui vont venir m'aider, me soutenir, m'épauler, et à proposer quelque chose d'attrayant, d'attractif, de cool, une bonne expérience, un public. Voilà, c'est ça l'entrepreneuriat. Après, l'entrepreneuriat en mode finance personnelle, c'est que tout à l'heure on a dit que l'argent était un moyen. L'entrepreneuriat, c'est le véhicule, si tu veux, qui va te permettre d'atteindre ta destination. C'est grâce à d'accord. l'entrepreneuriat. Si tu prends la liste des 10 personnes, des 5 personnes les plus riches au monde, même les 100 personnes les plus riches au monde, tu te rendras compte qu'ils ont tous un point commun, Merci ce sont d'avoir tous des écouté cet entrepreneurs. épisode. Si vous êtes encore là, Ils ont c'est un point commun, peut-être ils sont que tous Karine a entrepreneurs. renforcé votre intérêt pour le coaching budgétaire. Ok. C'est clair. Vous pouvez Mais alors, réserver un bon, entretien on n'est gratuit pas et tous, sans on engagement n'a pas tous une avec un idée expert géniale budgétaire comme sur Jeff Bezos avec Amazon. On n'est pas tous www.credit-finance.fr. des développeurs nés comme Bill Gates. Comment je m'y prends là? Si je veux développer quelque chose, qu'est-ce que je fais? Bah, il faut trouver une idée. Pour avoir une bonne idée, comment je trouve une bonne idée? Ouais. C'est tout un cheminement. C'est pas du tout évident. Des fois, l'idée, elle va s'imposer d'elle-même. Tu sais, c'est comme une évidence. C'est comme dans une relation amoureuse. Et tu te dis pas, ouais, je suis pas amoureux. Tu le sais. Tu le sais. Instinctif, tu vois. T'as pas besoin même la personne n'a pas besoin de te le dire. C'est évident. Ouais. Il y a des fois où l'idée, mais l'idée, elle va s'imposer d'elle-même si déjà tu es dans une démarche de recherche. C'est-à-dire que toi-même, si tu cherches, tu lis, tu vois, tu commences à creuser déjà à l'intérieur de toi-même. C'est un travail d'introspection, hein. L'idée, elle va pas venir de l'extérieur, hein. Donc tu dois chercher à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui pourrait te plaire? Qu'est-ce qui pourrait te plaire? Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce qui me plaît? Quels sont les secteurs dans lesquels je suis à l'aise? Il y a des gens qui vont dire, moi, c'est la cosmétique. D'autres qui vont dire, moi, c'est le foot. D'autres qui vont dire, moi, c'est les téléphones. D'autres qui vont dire, c'est les voyages. Tu as vraiment l'embarras du choix. Donc, voilà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la question à poser, c'est qu'est-ce que je sais faire? Parce que c'est bien d'aimer un sujet, Oui. éthique, par exemple, mais est-ce que tu as une compétence là-dedans? Est-ce que tu as un savoir-faire? Est-ce que tu as... Bah, si tu as un amour, entre guillemets, ou tu as une passion pour un sujet, essaye le plus possible de bâtir une compétence qui va être en adéquation avec cette passion. Ok. Ok? Donc, premièrement, je refais juste une toute petite marche arrière. Tu choisis un secteur d'activité qui t'anime. Moi, personnellement, c'est l'édition, parce que ce sont les livres qui ont changé ma vie et qui continuent à le faire d'une autre manière. Est-ce que tu as une compétence là-dedans? Oui, non. Si oui,
lance-toi, vas-y à fond. N'attends pas d'être prêt pour te lancer. Lance-toi et tu te feras un parachute pendant la descente. Ah bon, j'attends pas d'être prêt. Non. J'attends pas d'être prêt. Non, t'attends pas d'être D'accord. prêt. Dès que t'as le, parce qu'en fait, si tu veux, Xavier, c'est une fenêtre de tir. Plus le temps passe, plus elle se referme. Parce que plus toi t'attends, plus il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ce créneau si toi tu le prends pas. Et ta motivation risque de s'émousser aussi. C'est pas la motivation, c'est l'opportunité qui passe. C'est comme un train, si tu veux. C'est comme dans les films Far West, t'as le train qui commence à partir de la gare, et puis t'as le héros du film qui commence à courir, et qui arrive à le prendre, tu sais, dans les dernières... Juste. In extremis. Ouais. Donc là, c'est ça l'opportunité, c'est-à-dire qu'elle est là, elle est à la gare, elle est dans ta gare, et tu choisis de monter dans le train ou pas. Donc, si t'as pas de ticket, je vais donner une image pour que les gens... Même si t'as pas de ticket, et tu sais que tu vas te faire contrôler, tu vas payer une amende, tant pis, mais au moins t'es dans le train. C'est-à-dire que t'es embarqué dans une destination. C'est super. Même si c'est... Ouais, c'est sûr. Et toi, l'édition, ça a été une évidence pour toi ou ça s'est construit avec le temps? En fait, si tu veux, regarde, je vais dire quelque chose. C'est vraiment le terreau de ça, ça a été la passion. Parce que je vais dire quelque chose de simple. J'étais sur Amazon. Et comme tu le vois derrière moi, j'ai beaucoup de livres. Là, j'en ai pas. J'étais sur Amazon, donc je suis quelqu'un qui est un lecteur presque compulsif. Ok. Et à côté de ça, donc j'ai l'amour des livres. Et j'ai l'amour des finances personnelles. Vraiment, j'adore lire des livres de finances personnelles parce que ça m'apporte une source d'énergie, une source de motivation, une source d'inspiration qui est incroyable. Ok, pour moi, c'est comme une sorte de... Ouais, on l'entend. Ok, donc je vais sur Amazon et en fait, je tape Millionnaire Next Door en français. Et je me dis quoi, bah vas-y, je vais l'acheter en anglais. Donc j'achète en anglais, je lis en anglais. Je me dis, wow, le livre est super et c'est trop dommage. Et là, ce que je fais, au culot, je te jure, au culot, pas d'études de marché. Pas d'études de marché, pas de business plan. Et je me dis, et au culot, je contacte la maison d'édition américaine. Je tape l'adresse cherche la maison d'édition américaine. Et elle était Avenue Forbes. Tu vois, je dis ça, c'est un signe. Elle est Avenue Forbes. Ça, c'est un signe. Ok, je contacte, je leur dis, est-ce que les droits du livre sont disponibles pour la France? Ils me disent, oui, les droits, on n'a jamais été contacté par personne. Vous êtes le premier à nous contacter. Limite, le gars, vous attendez. Tu vois, c'est l'ironie de l'histoire. Ça fait 20 ans qu'on attend. Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on attend votre coup de fil, on l'a jamais eu. Vous êtes le premier à nous contacter. Donc, je leur dis, donc là, je bluffe. Là, je peux le dire maintenant parce qu'il y a prescription. Je bluffe. Ils me disent, est-ce que vous avez une maison d'édition? Je dis, bien sûr, j'ai une maison d'édition. Elle a même pignon sur rue. Parce que si tu leur dis non, ils vont dire, on va pas te donner les droits. Donc c'est oui. Et je leur dis, écoutez, moi, j'achète les droits. Préparez-moi le contrat. Il m'envoie un contrat. J'ai jamais fait d'études dans le monde de l'édition. C'est-à-dire que je connais pas cet univers. Je connais le monde du business parce que j'avais déjà créé une entreprise avant, donc j'avais déjà créé 2-3 entreprises pour recontextualiser. Ils m'ont préparé un contrat. On a négocié les termes. De l'avance parce que tu payes une avance. Tu achètes les droits de royalties qui sont reversés. Enfin, il y a des conditions, des termes. J'avais jamais fait de juridique dans l'édition. Je l'ai fait pas à l'arrache, mais sur le temps. Et c'est comme ça qu'on apprend plus rapidement. Oui, mais c'est avec des Américains en plus. En plus, avec des Américains. L'environnement juridique. Ils n'ont pas du tout le temps de rigoler. Donc, eux, il faut que ça aille vite, il faut que ça signe vite. Donc, on a signé, je leur ai envoyé l'argent, j'ai les droits, je l'ai traduit, il existe, maintenant, il est commercialisé. Tout le monde peut l'acheter. Donc voilà. Donc, j'ai pas attendu de faire une formation à l'ESSEC, de faire une formation à HEC. Si j'avais fait tout ça, d'obtenir mon diplôme, de faire la petite photo qui va bien sur LinkedIn, de rencontrer Monsieur Gallimard, de rencontrer Monsieur Flammarion, d'acheter une librairie, non. L'opportunité, le train était là. Oui. L'opportunité était présente, sûr et certain qu'il aurait été pris par quelqu'un d'autre. T'as foncé. Et j'ai foncé, les yeux fermés. Et j'étais sûr, de part du background du livre, que ça allait être un succès. J'étais sûr. Ok, c'est comme si t'achetais les droits de Batman. T'es sûr que ça va marcher. Ouais. C'est pareil. Ou de McDonald's, quoi. T'es sûr de faire un succès. Bravo, belle inspiration. Donc les Français, ils achètent ce livre? Il se vend, il se vend, il continue à se vendre, il se vend très bien. Pour moi, c'est une lecture obligatoire. Et c'est un livre qui t'ouvre des perspectives d'une manière incroyable.
les 15 ou les 20 euros que tu vas payer. Bah, ça franchement, plus 15 ou 20 euros, c'est le prix C'est c'est le peanuts. prix d'une pizza. C'est Non, peanuts. c'est ridicule parce que c'est ce qu'on voit déjà avec l'accompagnement de Plénitude Finance, tu sais, ça peut coûter 100-200 euros par mois, mais les gens, ils dépensent 200, mais ils économisent 500. Donc, je veux dire, ils rentabilisent dès le premier mois la plupart du temps, au bout de 2 ou 3 mois au pire. Voilà, investir en soi, comme tu dis, c'est ça qui rapporte le plus, quoi. Mais t'imagines, tu payes un livre. Tu payes un livre, on va dire, le livre, il coûte 25 euros. Supposons qu'il coûte 25 euros. OK? Ouais. Le livre, il va changer ton esprit. Il va te donner des opportunités. Il va te permettre de saisir les futures opportunités. Il va te permettre de recalibrer ton budget. Il va te permettre de faire des économies. Il va te permettre de te lancer dans l'entrepreneuriat. Il va te permettre d'avoir des témoignages directs de millionnaires qui vont t'inspirer pour le reste de ta vie. Donc les 25 euros, je peux dire qu'ils sont très très vite, ou même les 100 euros que tu évoquais là il y a un instant, elles sont vraiment amorties rapidement. Après, c'est le passage à l'acte derrière qui est pas toujours évident pour les gens. Donc ça, c'est toujours une question que je me pose, c'est, entre le fait que j'ai lu, le fait que j'ai des connaissances. Des fois, on voit des gens, ils lisent 1 livre, 2 livres, 10 livres sur le sujet, mais ils changent rien dans leur quotidien. Donc c'est ce passage à l'acte, comment on peut le faire, en fait? Moi, c'est ça la question que je me pose. Comment on peut encourager les gens à tenter? Sachant qu'on n'est pas obligé de faire, quelque chose d'extraordinaire dès le premier coup, de faire pile ou face, enfin bon, mais commencer, passer à l'acte, y aller petit à petit, c'est essentiel. Mais lire des livres, voilà, c'est indispensable, mais c'est nécessaire, mais pas suffisant, quoi. Tu peux pas obliger les gens. Tu peux pas changer les gens si eux-mêmes ils veulent pas changer à l'intérieur d'eux. Tu peux pas les forcer. Même tes plus proches, même tes enfants, tu peux leur transmettre, tu peux les raisonner, tu peux les conseiller, tu peux les accompagner. Mais si la personne elle-même, même si elle est la chair de ta chair, vraiment ton sang, entre guillemets, si elle-même elle n'est pas comment dire, disposée à agir, donc pour revenir à ça, c'est la nécessité. Quand tu es obligé de bouger, bah tu agis. Mais moi, ce qui me fascine, c'est l'autre côté du spectre, qui ont déjà tout, mais TOUT, qui ont déjà tout, qui sont ultra, qui sont dans vraiment successful, qui ont accompli des choses qui sont incroyables. On pourrait citer beaucoup d'entrepreneurs, mais ils sont maintenant les entrepreneurs sont les nouvelles rockstars. C'est vrai. Donc pas besoin de les citer. Malgré l'inspiration, malgré tout ce que tu veux, chaque matin, parce qu'ils pourraient s'arrêter. Ils pourraient s'arrêter et ils pourraient être cool. Hein. Et ben chaque matin, ils reprennent du service. Ils se lèvent à 7h30, 8h. Ils sont là. Ils continuent leur mission. Mission, quoi. C'est une mission. Ils continuent parce que quand tu es entrepreneur, il y a un terme qu'on n'a pas abordé, c'est que tu es vraiment responsable. Tu es responsable au sens premier du terme. C'est que tu es responsable de tes équipes, tu es responsable de ton entreprise. Devant la loi, tu es responsable. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez engageant. Il y a un risque qui est certain. Il faut le dire aussi. Malgré le succès, ces milliards, c'est-à-dire que l'argent n'est pas le moteur. Parce que si tu regardes bien, ils ont assez d'argent. Oui, c'est sûr. Donc c'est autre chose. Le vrai moteur, c'est qu'est-ce que je vais laisser après mon départ, après ma mort. Quel est le nom que je vais laisser? Est-ce que je vais être un Rockefeller? Parce qu'après, il est parti, il a laissé son nom dans l'histoire. Est-ce que je vais être un Warren Buffett? Est-ce que je vais être un Bill Gates? Bill Gates, maintenant, avec sa fondation, il s'est reconverti sur les questions de santé. On l'a vu pendant le Covid, etc. Il intervient beaucoup, je ne sais pas si tu le suis sur les réseaux sociaux, sur les questions de livres. Il recommande beaucoup de livres. Si. J'avais vu un documentaire sur lui, c'est hallucinant. Hein. Encore aujourd'hui, il fait des retraites de 2 ou 3 jours, il part avec 60 livres et il lit sans discontinuer pendant plusieurs jours. Donc, comme tu dis, hein, il continue. En fait, j'aime bien la notion de mission, moi. C'est de se dire, bon, mais voilà, pourquoi je suis là, à quoi je sers, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux laisser, quoi. Et comme tu dis, ces mecs-là, c'est pas l'argent qui les motive en premier, quoi. Hein. Ils ont autre chose dans le ventre, quoi. Absolument. Donc l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent, ça te dit que tu as réussi. C'est un indicateur qui te dit, voilà, tu as réussi. Bravo, tu as accumulé tant d'argent, ta réussite financière, elle est là. Mais après, c'est autre chose. Il y a autre chose qui... Et c'est un outil d'émancipation, j'aime bien hein, la définition que tu nous as donnée, Bassem. C'est un outil qui doit te permettre d'aller plus loin. C'est pas le moteur. Ouais. Attention, parce qu'il y a je rencontre beaucoup de jeunes qui me disent, ouais, mon moteur, c'est l'argent. Non, l'argent, c'est le carburant. C'est ce qui te permet d'avancer. Mais c'est pas le moteur, c'est le carburant. C'est pas placé au même endroit. Le moteur, ça doit être ta mission. Tu nous as dit tout ce qu'on devait cultiver pour atteindre nos objectifs. Hein, c'était vraiment intéressant. Donc, quand je suis millionnaire, alors je gagne de l'argent, mais finalement, l'argent pour l'argent, c'est pas
ça sert à rien en fait. C'est que le carburant du moteur. Donc pour mettre du carburant, je peux lire The Millionaire Next Door. Alors je l'achète où d'ailleurs? À la Fnac, on peut le commander dans n'importe quelle librairie. Tu récupères juste le code, le numéro ISBN, c'est un numéro d'immatriculation du livre. On le trouve très facilement sur Internet. Ok. Et puis il arrive sous 48 heures, donc avec un joli package bien propre, etc. Donc il est trouvable partout en fait, hein. Commandable assez facilement en digital. Parfait. Alors toi, comment tu vas faire pour continuer à aider le grand public à devenir millionnaire? T'as d'autres, avec ta maison d'édition, tu as d'autres ouvrages en vue? Ou tu fais un travail de sélection? Comment tu t'y prends? Ou c'est plus instinctif et animal, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure? Ou c'est plus scientifique? En fait, quand je choisis un livre, je choisis un livre que moi j'aurais aimé lire en tant que lecteur. C'est-à-dire que je me mets à la place du lecteur pendant un instant. Je me dis, par exemple, moi, quand j'ai choisi Millionnaire Next Door, c'est vraiment un livre que je voulais dans ma bibliothèque. Et il manquait, ça manquait. Donc, je choisis toujours les livres avec lesquels j'ai une histoire d'amour, entre guillemets, quelque chose de fort, un lien qui s'établit, dont je suis fan. Que le message soit super positif, il faut que le message soit super impactant. Et quelque part, je me dis, à travers ce livre, techniquement, je peux changer la vie d'une personne. J'en suis pas l'auteur, hein. Oui, bien sûr. Je dis pas que moi, je facilite. Et je me dis, avec ce livre-là, techniquement, je peux changer la vie d'une personne à distance. C'est énorme. Ouais, c'est clair. C'est énorme. Donc, l'autre livre qu'on a aussi édité, c'est un livre qui s'appelle Votre argent ou votre vie, d'une autrice américaine qui s'appelle Vicki Robin, qui est aussi un classique des finances personnelles. D'accord. Et là, va sortir un livre qui s'appelle Comment devenir riche, d'un milliardaire britannique qui s'appelle Félix Denis, et que j'ai fini de traduire récemment et qui va sortir prochainement. Donc c'est toujours toi qui traduis? C'est toujours moi qui traduis. Je fais un travail d'adaptation. Donc voilà, Frégate Édition, c'est vraiment la maison d'édition spécialisée dans les finances personnelles. Donc notre objectif à terme, c'est accélérer, de sortir plus d'ouvrages, sachant qu'il y en a beaucoup qui sortent aux États-Unis. Je fais toujours une sélection, c'est moi-même qui fais la sélection, donc je fais un système de veille. Oui. Je regarde ce qui me plaît. Maintenant, les maisons d'édition américaines me connaissent, donc elles m'envoient des mails professionnels oui, en plus. avec des catalogues de livres, d'ouvrages. En général, j'attends un petit peu pour voir la réaction du public américain, s'il aime pas. Je vois le concept, si ça marche pas. Et puis après, il y a des livres qui sont pas adaptés pour la France, qui tapent trop dans la fourmilière. Une différence majeure, c'est qu'en France, tu vas trouver tout des filets de sécurité, et il en faut, hein. C'est nécessaire. Tandis qu'aux États-Unis, ces filets de sécurité-là n'existent peu ou pas. Ouais, quasiment pas. Quasiment pas. Il y a quelques associations quand même. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a quelques associations qui font un boulot de terrain très intéressant. Il y a quelques personnes qui donnent pour Noël, qui offrent des dindes, qui offrent des jouets pour les enfants. On voit les distributions. Mais en fait, je crois, hein, parce que j'ai eu la chance de visiter les États-Unis, que le territoire est tellement vaste qu'il n'y a aucun gouvernement au monde qui pourrait faire ce qu'on fait en France aux États-Unis. Ça coûterait tellement, ça coûterait vraiment cher. Et là-bas, le système fiscal n'est pas vraiment adapté pour. Il n'y a pas le système de redistribution et tout. Donc, en fait, aux États-Unis, soit c'est un peu marche ou crève. C'est soit tu te prends en charge et tu grimpes, mais si tu tombes, ça fait très mal. Ça fait très mal, ouais. C'est ça aussi c'est pour ça que quand on rencontre un Américain, il y a ce décalage entre le français et l'américain. C'est que le français, on va dire qu'il est à la cool et qu'il est au soleil et qu'il est en détente. Mais bon, voilà, il sait que bon, ses arrières sont plus ou moins couverts. Oui. Quand on a ça, ça nous donne une certaine comment dirais-je, une certaine aisance d'esprit. C'est-à-dire, ça nous donne du repos. On se dit, même si demain je flanque, on a cette comment dirais-je, cette solidarité qui fait qu'on sait qu'on ne sera pas sans rien. Voilà, on ne sera pas sans rien. Même si on est seul, même si on est une femme isolée. Ils ont ce côté qui nous manque en tant qu'entrepreneurs. On se dit, mais pourquoi ils sont plus punchy que nous? Pourquoi ils veulent taper plus fort? Ils veulent taper plus fort parce que eux, si ça marche pas, ils peuvent vraiment se retrouver aux portes de l'enfer. Vraiment, ça peut être très difficile. Et la chute là-bas, elle est encore plus compliquée. Donc c'est ça qui les motive, et je pense, il n'y a pas que ça, mais ils ont aussi, les Américains aussi, l'esprit de la gagne. Si tu regardes les derniers Jeux, clair. si tu regardes les derniers Olympiques, le premier État qui a le plus de médailles,
Bon, la France, c'est pas loin, on est 5e, je crois. Les premiers sont les États-Unis. Donc, ça veut dire ils sont vraiment dans C'est cette souvent eux. excellence. Alors bon, on approche de la fin de notre entretien. Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs là, qui voudraient commencer leur voyage vers la liberté financière? Alors, le conseil, parce que tout à l'heure, j'ai pas été tout à fait complet dans ma question, donc je profite de ce petit temps que tu m'offres Bien sûr. très gentiment. Tout à l'heure, on avait parlé de mission et je crois qu'on était d'accord sur le mot. Oui, oui. Moi, j'ai envie de rajouter un autre mot qui va avec la mission, et ça sera mon conseil ultime, c'est l'entrepreneuriat, c'est bien. L'argent, c'est bien, mais vous devez trouver votre vocation. Pour compléter Ouais. le mot mission, parce que tout à l'heure, j'ai pas pu développer sur cette notion-là, c'est que dès que tu vas trouver ta vocation, c'est quoi ta vocation? C'est quelque part, c'est ce que disait Paulo Coelho dans son fameux livre L'Alchimiste. Lui, il n'a pas appelé ça le mot vocation, il a appelé, je crois, légende personnelle de mémoire. J'ai pas le livre devant moi, mais la légende personnelle, tu dois découvrir ta légende personnelle. C'est-à-dire que l'argent, au bout d'un certain temps, tu vas tellement en avoir, et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde, que ça va devenir quelque part indolore. Ça va plus rien te faire d'en gagner plus au bout d'un certain stade. Donc tu dois trouver un relais de croissance à l'intérieur de toi-même. Et ce relais de croissance, c'est pas le fait de gagner plus d'argent parce que ça va pas te rendre plus heureux, ça va pas te rendre plus confort, ça va pas te rendre plus épanoui. Tu en as déjà gagné beaucoup, et c'est tout le mal que je souhaite à tout le monde. Mais tu dois trouver quelque chose qui va t'épanouir en tant qu'homme, en tant que femme. Et qu'est-ce qui va t'épanouir? C'est de pouvoir découvrir qui tu es vraiment en fait. Pourquoi tu es sur cette terre? Quelle est la compétence, le talent qui existe à l'intérieur de toi et que tu dois développer? Et ben, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est de trouver sa vocation. C'est ça qui est le plus dur. Il y a énormément de gens qui passent à côté de leur vie, qui rentrent dans une vie un peu pépère, plan-plan, et qui passent à côté de leur vocation, tu vois. C'est dur de la trouver parce qu'il faut vraiment creuser à l'intérieur de soi-même. Il faut déjà chercher. Il faut déjà commencer à chercher, il faut s'interroger, et il faut jamais se dire, quel que soit son âge, c'est trop tard parce que ça ferme le garage, tu mets les bagages et c'est terminé. Tu dois toujours chercher, chercher, chercher. Ceux qui la découvrent jeunes sont hyper chanceux. Je pense les artistes ultra connus. La chance que j'aimerais offrir à mes enfants, mes futurs enfants, c'est qu'ils puissent découvrir leur vocation assez jeune. Parce que quand tu la découvres jeune, ça te laisse plus d'espace-temps dans ta vie pour développer ton talent, avoir une œuvre abondante. Mmh. On va tous partir Ouais. et je pense que c'est ça en fait. Peut-être c'est ça qui motive les entrepreneurs. Hein. Ce sera ça ma guise de conclusion, c'est qu'ils aimeraient laisser quelque chose derrière eux, qui soit pas forcément des œuvres d'art, parce qu'on a eu beaucoup de milliardaires français qui, je pense à la famille Pinault, à la famille Arnaud qui se battaient pour faire des œuvres d'art. Bon, maintenant ils ont des C'est vrai. musées. Maintenant c'est un petit peu passé de mode ce truc-là. On a plus maintenant des entrepreneurs, des milliardaires qui fondent des écoles, qui créent des incubateurs, qui font des fonds d'investissement et qui essaient de redistribuer cette abondance au sein de la communauté d'une autre manière que l'État. C'est peut-être pour ça qu'on va se rappeler d'eux et pas forcément pour leur chemin business. Bon, merci Bassem, c'est vraiment très inspirant. Donc, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est de savoir pourquoi ils veulent se lancer sur l'autoroute du millionnaire s'ils veulent s'y lancer. D'abord, ils cherchent leur vocation. Et après, une fois qu'ils ont trouvé, qu'ils veulent se lancer, comment ils font? Ils ont différents outils. Ils peuvent acheter The Millionaire Next Door. Ils peuvent faire un coaching budgétaire avec Plénite Finance. Bien sûr, on aura les liens vers tous ces produits sur la description de l'épisode, sur la plateforme avec laquelle vous écoutez cet épisode. Et puis, voilà, continuez à écouter des podcasts, continuez à lire des livres. C'est comme ça que vous grandirez. Donc, Bassem, merci beaucoup. Merci infiniment. Au plaisir de rééchanger avec toi. Merci pour tous les auditeurs du podcast. Et puis, à une prochaine. À très vite. Merci Xavier. Au revoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que Bassem a renforcé votre intérêt pour le coaching budgétaire. Vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur www.plenite-finance.fr. Si vous souhaitez sortir du cercle vicieux du découvert, réussir enfin à épargner régulièrement ou gérer vos finances en tant qu'indépendant, n'attendez plus. À très bientôt.